Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, deuxième épisode de ma série consacrée aux menhirs isolés de Bretagne. On va quitter Carnac, mais tout en restant dans le périmètre de ce qui fut un immense sanctuaire au cours du Néolithique. Direction donc une dizaine de kilomètres vers l'est, sur la presqu'île de Locmariaquer et à la découverte du grand menhir brisé. Juste après le jingle. Bonjour à vous, merci de passer par ici et peut-être aussi de découvrir ma chaîne. La presqu'île de Locmariaquer, située à l'est de Carnac, marque aussi l'entrée du golfe du Morbihan. Ceci dit, il faudra toujours garder à l'esprit que le niveau de la mer était beaucoup plus bas au Néolithique. Le paysage mégalithique était donc plus vaste qu'aujourd'hui, nombre de pierres étant désormais immergées. De fait, l'interprétation de ces structures variées est rendue très difficile car nous n'avons plus accès au schéma d'ensemble. Le site qui nous occupe aujourd'hui regroupe deux autres monuments que nous aborderons dans d'autres chapitres. Le dolmen dit de la table des marchands et le tumulus Ergra. Il se situe un peu à l'écart du bourg de Locmariaquer, dont le nom est dédié d'une part à la Vierge Marie et de l'autre à l'ancienne dénomination de la cité, autrefois appelée Caire. Le plus grand menhir connu au monde nous apparaît aujourd'hui brisé et gisant au sol en 4 tronçons qui se raccordent à la perfection. Ces tronçons sont répartis suivant 2 directions. Le plus grand mesure plus de 9 mètres et correspond à la base du menhir. Il se dispose à peu près selon un axe nord-sud. Les 3 autres se présentent d'ouest en est pour une longueur cumulée de 11 mètres, ce qui nous fait donc une longueur totale de 20 mètres. Signalons qu'un dernier tronçon est manquant. Il correspond à la pointe, d'une longueur vraisemblable de 3 mètres, et aurait semble-t-il été réutilisé par des fermiers pour en faire une auge. Donc au total, une hauteur de 20 à 23 mètres et un poids estimé à environ 300 tonnes. La roche constitutive est un orthogneiss, c'est-à-dire le plus ancien des granits armoricains. Sa densité est supérieure à celle de la roche native du site, donc le matériau vient d'ailleurs. Les plus proches gisements correspondants se situent soit sur l'aire de Vannes, soit sur la presqu'île de Rhuys, à plus de 10 km à vol d'oiseau. Une bagatelle pour transporter un objet de 300 tonnes en ces temps reculés. Enfin, l'érection de cette pierre a été réalisée dans la première moitié du 5e millénaire avant Jésus-Christ. Disons pour simplifier, vers moins 4500. Au XXe siècle, on a découvert une vingtaine de fosses correspondant aux fondations d'autres pierres dressées, alignées en direction du nord. Ces fosses nous apprennent que les stèles étaient disposées par ordre décroissant à partir du grand menhir. Celui-ci est donc le seul vestige de cet alignement gigantesque. Les autres pierres ont été réutilisées, entre autres pour la construction de monuments postérieurs, qu'il s'agisse d'autres dolmens, comme celui de la table des marchands, ou encore du théâtre gallo-romain de Locmariaquer, aujourd'hui enfoui sous l'actuel cimetière. Mais quand donc s'est brisé notre géant ? Après avoir privilégié un temps la destruction par les populations néolithiques, dans une théorie dite de l'abattage des idoles, l'hypothèse d'un tremblement de terre semble la plus probable. En effet, ni la foudre, ni l'intervention humaine n'auraient pu produire des cassures aussi nettes et permettant cet emboîtement parfait des 4 parties. La première cassure, provoquée par le déchaussement du menhir, s'est d'abord produite entre la base et les 3 autres tronçons, d'où la disposition selon 2 directions différentes. Puis, les tronçons 2, 3 et 4 se sont vraisemblablement formés suite à la chute. Cette chute, ainsi que celle des autres stèles, serait sans doute intervenue assez rapidement, c'est-à-dire dans la seconde moitié du 5e millénaire, pour permettre le remploi des stèles dans les autres structures, comme la table des marchands, édifiée à partir de moins 4000.
Notre grand menhir a donc passé la plupart de son temps en position couchée, ce qui était d'ailleurs sa position naturelle dans le gisement où il fut prélevé. Alors bien sûr, on continue de se perdre en conjectures sur le rôle de ce pic de plus de 20 mètres de haut et des stèles qui l'accompagnaient. La vocation religieuse est bien sûr plus que probable, dans le cadre d'un système de croyance qui nous échappe aujourd'hui. Si les autres monuments du site ou de la région ne sont pas avares de gravures, comme on le verra dans d'autres épisodes, le grand menhir n'en comporte qu'une seule, assez érodée, sur le tronçon numéro 2. On a pendant longtemps évoqué une représentation du symbole de la hache charrue, comme l'alliance du pouvoir militaire et de celui de l'agriculture naissante. On s'oriente aujourd'hui plus vers l'opposition de deux figures représentant une crosse et un cachalot. Cette dernière figure s'observe d'ailleurs, parfois de manière plus concrète, sur d'autres pierres de la région. Elle rappelle que même si le niveau des eaux était moins élevé qu'aujourd'hui, nous avons affaire aussi à des civilisations maritimes, sans doute rompues à l'art de la navigation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Kenavo.